Bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour. Alors le Parlement européen a accueilli Ban Ki-moon. Oui, et Ségolène Royal. L'accord de Paris est ratifié par les parlementaires européens. L'accord de Paris qui a conclu en quelque sorte la fameuse COP 21, laquelle ne fait que précéder la COP 22, qui va se tenir au Maroc. Enfin bon, c'était présenté comme un événement absolument historique. Tout ça est très gentil. Je persiste à penser, moi, qu'il faudrait que les scientifiques nous expliquent à quoi ont correspondu et quelles ont été les véritables causes des différents réchauffements du climat et glaciation, donc refroidissement du climat, qui sont intervenus au cours des derniers milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers d'années, sans aucune intervention humaine. À partir de ce moment-là, je croirais effectivement qu'on pourra défalquer en quelque sorte de ces phénomènes naturels la part qui revient à l'activité de l'homme et notamment à ces fameux gaz à effet de serre. En tout état de cause, contrairement à ce qui a été dit, cet accord de Paris est très modérément contraignant. La Chine, les États-Unis, qui sont les plus gros pollueurs, ne seront pas véritablement retenus par cet accord de développer leurs industries et de faire usage de leurs énergies fossiles. Par conséquent, je crois que ça a été beaucoup d'autosatisfaction pour un résultat, somme toute, modeste. Vous allez peut-être décevoir Claire Tesson de France 2, puisque c'était pourtant le sujet européen sur lequel je commençais. Oui, c'est vrai, c'est bien de parler d'Europe pour commencer, mais on ne peut pas dire que les résultats soient à la hauteur des espérances. Mais alors, une question peut-être également un petit peu européenne. La Deutsche Bank, au bord de l'asphyxie, au bord peut-être du dépôt de bilan, c'est quoi, une nouvelle crise financière qui s'engage? C'est l'incapacité de l'euro à régler les différents problèmes économiques de l'Union européenne? Il faut être honnête, là, pour une fois, l'euro, à mon avis, n'y est pour rien. Mais la gestion calamiteuse de cette banque y est pour quelque chose. La plus grosse banque allemande. On note la plus grosse banque allemande qui a une capitalisation considérable et qui est menacée de 13 milliards d'euros ou de dollars, je ne sais plus, comme ça revient à peu près au même aujourd'hui, ça n'a pas grande importance, d'amende par les États-Unis d'Amérique. Même système que la BNP. Ce qui lui porterait le coup de grâce, en quelque sorte. Alors, la BNP, elle, s'en est tirée avec 7 milliards d'euros, 9 milliards de dollars. Je trouve tout cela extravagant. Je trouve extravagant que dans une enceinte telle que celle-ci, ne soit pas évoquée sérieusement la question du véritable racket qu'exercent les autorités des États-Unis sur les banques européennes. Et pourquoi nous n'exerçons-nous pas de représailles? Par exemple, il est absolument avéré que la banque Goldman Sachs, pour laquelle va travailler M. Barroso, l'ancien président de la Commission européenne. L'ancien président de la Commission européenne, ce qui, à tout le moins, c'est vrai, laisse planer quand même un soupçon de conflit d'intérêts. Disons que c'est peut-être légal, mais c'est inélégant. Cette banque a été convaincue d'avoir trafiqué les comptes de la Grèce, d'avoir aidé le gouvernement grec de l'époque à trafiquer ses comptes, à masquer son déficit. Eh bien, qu'attend la Commission pour infliger à cette banque une amende de la hauteur de celles qui sont prélevées sur nos instituts financiers? Je dirais qu'à partir de ce moment-là, peut-être pourrait-on discuter avec le gouvernement des États-Unis d'égal à égal. Mais non, mais la majorité de mes collègues, en particulier la majorité des collègues conservateurs, enfin ce qu'on appelle le PPE, le Parti démocrate chrétien, qui est un petit peu démocrate et pas du tout chrétien en réalité, mais dont font partie les députés dits républicains en France, ex-UMP, se comportent véritablement en larbins, en tout cas en vassaux des États-Unis d'Amérique. Et bien que je ne sois pas l'ennemi des Américains, en tout cas pas du peuple américain, j'estime que nous avons le droit et le devoir de réagir. Dans cette institution, les conservateurs ne conservent rien, et les les libéraux ne libèrent pas grand-chose. Rien, et les progressistes n'apportent aucun progrès. Alors je fais quand même observer une fois de plus, dans cette affaire de la Deutsche Bank, où les salariés risquent d'être évidemment les victimes, et les actionnaires le sont déjà, puisque l'action a perdu, je crois, les 3/4 de sa valeur, et qu'il y a beaucoup de petits porteurs de la Deutsche Bank qui considéraient cela, y compris en France d'ailleurs, comme un placement sûr. Eh bien, quand même, les dirigeants, le président, M. Joseph Ackermann, au cours de ces dernières années, s'est palpé 64 millions d'euros. Voilà. Mais rassurez-vous, il n'est pas seul, parce que M. Ochema Jain,
qui est ancien membre du directoire et devenu co-directeur, lui a pris 50 millions 300 000 euros. Et M. Jürgen Fischer, l'autre co-directeur, 30 millions d'euros. Les patrons les patrons de la Deutsche Bank. Donc au moins, pour les actionnaires sont ruinés, les salariés vont peut-être être licenciés, les créanciers vont être spoliés, mais les 3 dirigeants de la banque, je vous rassure, leur retraite est assurée. Et confortablement. Mais je trouve que c'est véritablement scandaleux. Et nous étions tout à l'heure, il y avait l'équipe de l'Humanité, journal communiste. Dieu sait que j'ai toujours été opposé au communisme, mais là, quand il y a, serait-ce de la part de la gauche, de la droite, du centre ou de nulle part, une critique de ce capitalisme sauvage qui est de plus en plus arrogant, d'une façon qu'on n'aurait pas vue au XIXe siècle, où les gens avaient le sens de l'honneur, et quand leur boîte faisait faillite, se tirait une balle dans la tête. Moi, je trouverais assez naturel quand même que quelques actionnaires ou quelques salariés s'en prennent à la personne de ces dirigeants. Bruno Gollnisch, en revanche, en France, sortie de crise pour Alstom. En France, tout va bien. Bah oui, notamment grâce à l'action du gouvernement, de votre gouvernement, le gouvernement français. Alstom sauvé. Ce serait drôle si ça n'était pas si triste. C'est pourtant le cas, 500 millions d'euros qui vont permettre d'acheter des TGV à Alstom. Oui, c'est l'aide que le gouvernement met. Alors, en réalité, c'est vrai qu'il faut sauver Alstom. Mais pour M. Hollande, il faut surtout sauver Alstom jusqu'à l'élection présidentielle. Parce que le fameux plan mirobolant qui nous a été proposé et présenté, mirobolant dans tous les sens du terme d'ailleurs, n'a pas d'autre finalité et évidemment ne permettra pas d'assurer la survie de l'entreprise. En réalité, de quoi s'agit-il? On va, pour essayer de sauver la baraque, alors que le marché des TGV a été, norme européenne oblige, donné aux constructeurs canadiens, je crois, ou germano-canadien, Bombardier. Mieux disant, permettant de faire des économies, puisqu'ils étaient moins chers. Oui, on peut en discuter. Eh bien, alors évidemment, Alstom n'avait plus de carnet de commandes. Alors on va commander ce qu'ils savent faire, évidemment, et qui font bien, des TGV. Sauf que, et on va commander 16 TGV, dont la SNCF n'a pas véritablement besoin. Parce que ces besoins sont de remplacer les trains corail. Et remplacer les trains corail par des TGV, c'est remplacer des 2 chevaux par des Ferrari. Et par conséquent, de surcroît, ces 16 rames seront assemblées à La Rochelle. Elles ne seront pas assemblées à Belfort. À Belfort, ce qui sera fabriqué, c'est exclusivement les motrices. Des motrices qui permettront de tirer ces TGV à 320 à l'heure, sauf que les lignes intercités sur lesquelles on va les affecter ne leur permettront pas d'aller très au-delà de 150 à l'heure, c'est-à-dire à la moitié de leur vitesse. Autrement dit, c'est une politique de gribouille. Ça équivaut à prendre l'argent du contribuable pour garnir de façon provisoire et artificielle, tout le monde le voit bien, le carnet de commandes de cette entreprise afin qu'elle ne mette pas la clé sous la porte avant l'élection présidentielle. Vous feriez mieux, vous? Parce que je veux bien, vous n'êtes pas d'accord avec ce que fait le gouvernement. Je le crois. Qu'est-ce que vous feriez à la place de M. Hollande? Eh bien d'abord, nous aurions anticipé, pour une raison très simple, c'est que l'État est actionnaire à hauteur de 20% du capital d'Alstom. Quand on est actionnaire à hauteur de 20% du capital d'Alstom, et comme j'ai déjà dit, on est représenté au conseil d'administration. Par conséquent, on devait être au courant. Et si on devait être au courant, on devait naturellement prévoir. Et puis deuxièmement, nous nous serions émancipés dans un certain nombre de grandes affaires, de grandes commandes qui ont directement trait à l'intérêt national, s'agissant de sociétés nationales ou qui auraient dû rester des sociétés nationales, nous nous serions émancipés des règles européennes. L'émancipation, c'est votre ancien collègue de la faculté de Nanterre, Patrick Buisson, qui s'est émancipé de son ancien patron, Nicolas Sarkozy. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il sort un livre, La cause du peuple. Il sort un livre, un gros pavé d'ailleurs. J'ai vu que vous l'avez emmené. Je m'attendais. Je préfère poser moi-même la question plutôt que de vous laisser développer. Un gros pavé. Écoutez, alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce livre qui n'est pas dépourvu d'intérêt. Hein. Est-ce qu'il est moral d'écrire, Bruno Gollnisch, ce que l'on a fait dans les alcôves? Quand on était dans le secret, effectivement, d'un homme qui utilisait vos services. Ça, je dois dire que là-dessus, j'ai une très sérieuse réticence.
Si ça vous arrivait. Je laisse à cet égard, je ne vais pas donner des leçons de morale. Je crois que c'est un problème entre Patrick Buisson et sa conscience. Mais le fond du pas moins livre. que moi qui suis, nous qui sommes des tiers dans cette affaire, qui n'avons joué rigoureusement aucun rôle, nous pouvons quand même trouver notre miel dans ce livre. D'abord parce que il est très bien écrit. C'est manifestement le livre d'un homme qui connaît le français, ça existe encore parmi certains journalistes, c'est la dernière génération d'avant mai 68, hein. Et puis d'un homme cultivé, et c'est beaucoup plus qu'un récit du quinquennat Sarkozy, bien que sur ce plan-là, ce soit rempli d'anecdotes savoureuses. Je dois dire, par exemple, il y a un passage absolument désopilant où il raconte l'intronisation de Nicolas Sarkozy comme chanoine de la cathédrale de la basilique Saint-Jean-de-Latran. À Rome. À Rome. Tous les présidents de la République sont voyage, absolument, c'est la tradition que les présidents de la République française sont chanoines de Saint-Jean-de-Latran. Mais le récit de ce voyage à Rome est absolument désopilant. Ce n'est pas la seule anecdote. Ça ne nous apprend pas grand-chose que nous ne sachions, ou plus exactement que nous ne pressentions déjà, sur la personnalité de Nicolas Sarkozy. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, à mon avis, ce sont les réflexions politiques, et je dirais presque les réflexions philosophiques, sur, par exemple, la dictature de l'opinion et du sentimentalisme qui s'est substituée à la raison, sur la fausse proximité du pouvoir avec le peuple, qui en réalité a dégradé la dignité de la fonction, qui supposait que soit marquée une certaine distance, sur le caractère artificiel de ce qu'il appelle, je crois, la propagande lacrymale, c'est-à-dire qu'à chaque accident, à chaque catastrophe, il faut que le président de la République soit là pour exprimer sa compassion, etc. Et nous montrons aussi à quel point ceci interfère avec les intérêts de l'État, notamment l'incroyable affaire Florence Cassel, dans laquelle on a réputé d'entrée de jeu que cette jeune femme était innocente, alors que le moins que l'on puisse dire, c'est que les charges qui pesaient sur elle, de complicité d'enlèvement, voire plus grave encore, de meurtre, en tout cas sur la personne de son concubin, avec lequel elle vivait, ces charges étaient extrêmement graves, extrêmement sérieuses, et cette affaire ne justifiait en aucune façon une brouille avec le Mexique, avec le gouvernement mexicain. Mais on voit la dictature de l'apparence, de l'émotionnel, du compassionnel, de l'émotionnel, et Buisson s'inscrit contre cela, et je crois qu'il a raison. Il montre aussi que le peuple, la nation, est désabusé et ne croit plus, comme j'aurais pu le dire aux camarades communistes, camarades entre guillemets, de l'humanité qui nous précédait, ne croit plus au lendemain qui chante et au programme mirobolant. Et qu'en réalité, ce à quoi les gens aspirent, c'est à la défense de leur civilisation, c'est à la protection de leurs intérêts légitimes, c'est à la conservation de leur identité. Et là-dessus, il y a des passages qui sont véritablement réactionnaires dans le sens étymologique du terme, c'est-à-dire de celui qui réagit à l'évolution du temps, contre la décadence, contre le déclin. Et ces passages-là me paraissent extrêmement intéressants. Et l'émotionnel, l'émotion, après les attentats, une grande vague de volontaires pour intégrer la réserve militaire, opérationnelle, la réserve citoyenne. Tiens, c'est à l'officier de réserve à qui je vais poser la question. Ça part d'une bonne démarche, c'est positif. Oui. L'émotion peut provoquer un réflexe. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de ce grand essor, ce grand élan des gens pour intégrer les réserves? Non, je ne condamne pas l'émotion. Je condamne le fait que l'émotionnel se substitue au rationnel, et même quelquefois est pour vocation de l'empêcher. Par exemple, un exemple très clair, c'est les manifestations du 11 janvier, à la suite de l'affaire Charlie Hebdo et du mitraillage de cette rédaction. Comme le dit très justement Buisson, pour revenir à son livre, tout cela, cette magnifique, soi-disant unanimiste manifestation, mais où le Front National n'était pas le bienvenu de la part des organisateurs de l'unité nationale, mais quand même pas pour tout le monde. Mais ça avait surtout pour but d'éviter que les Français ne se posent la question, mais enfin, comment se fait-il
que la France soit le plus grand réservoir de djihadistes. D'où viennent-ils? Quel est le terreau sur lequel ils prospèrent? Pourquoi on en est arrivé là? Qui a laissé ces gens entrer dans le pays? Qui en est responsable? Voilà. Alors, de ce fait-là, voilà, le côté rationnel, intégrer la réserve, ça part d'un bon sentiment. Votre avis, c'est fait de manière intelligente? Est-ce que tout le monde est prêt? Les moyens ne sont pas à la hauteur, mais je crois que ça montre d'abord que le sentiment patriotique est toujours vivant dans notre pays. Je crois que c'est utile. Je vais vous dire qu'il y a pratiquement 30 ans, le Front National demandait un renforcement considérable de la sécurité civile et du maillage du territoire pour des raisons précisément tenant à la lutte contre la subversion, au maintien de la sécurité, de l'ordre public. Anticipation, là, encore une fois de plus. Et donc je crois très positif que l'on utilise, que l'on augmente les réservistes qui étaient vraiment les parents pauvres de la défense au cours de ces dernières décennies. On a laissé complètement, je sais de quoi je parle, on a laissé complètement les réserves en déshérence ou à peu de choses près. Il faut que cette réserve soit sérieuse. Je dois dire que, autant que je comprends la réserve dite opérationnelle, qui est astreignante, parce qu'il faut accepter un certain nombre de missions, un certain nombre d'apprentissage, bien sûr. Bon, autant je suis un peu plus réservé sur la réserve citoyenne, où je vois des gens affublés de grades d'officiers qui n'ont jamais tiré un coup de pistolet, pour ne pas dire de fusil. Ou entendu siffler des balles de tennis. Voilà. Là, je dois dire, alors, on distribue tout ça assez généreusement sous le prétexte d'augmenter le prestige, enfin le rayonnement de l'armée, dont on parle parce qu'on pense que les intéressés vont y contribuer, vont contribuer au rayonnement de la défense. Oui, ça me laisse un petit peu perplexe. Voilà, ça me laisse perplexe quand c'est attribué à des gens qui n'ont absolument aucune expérience militaire, on ne leur demande pas de sortir des académies militaires prestigieuses que nous avons, comme Saint-Cyr, l'école navale, l'école de l'air de Salon-de-Provence ou autres. Mais enfin, il me semble qu'à partir du moment où on donne à quelqu'un une certaine responsabilité dans la défense, il faut qu'il ait quand même quelques notions. Voilà, quelques notions des grades de l'organisation de la défense, je ne sais pas, mais je dirais même de l'ordre serré, de ces éléments de base de la vie militaire. Sentinelle, les réservistes, c'est ce qui manquait dans le 8e arrondissement, là où Kim Kardashian, la réalisatrice, productrice américaine, a été braquée dans un hôtel particulier qu'elle louait. Cette affaire était... Vous avez réagi par un tweet sur notamment l'attrait touristique de la France qui en prenait un coup. Ah, c'est sûr. Il est sûr qu'une affaire comme ça, qui est immédiatement popularisée. On a dit qu'aux États-Unis, j'ai entendu dire qu'aux États-Unis, ça avait passionné l'opinion beaucoup plus que même que la campagne présidentielle et l'affrontement entre Mme Clinton et M. Trump. Alors, il est certain que ça s'est répercuté, et pas seulement aux États-Unis, en Chine, où déjà les assauts donnés à des bus transportant des touristes chinois qui se font dépouiller à la sortie de nos gares ou de nos aéroports. Ou de nos aéroports comme au coin d'un bois, tout ça, ça finit par se savoir. On ne peut pas avoir un policier à chaque coin de rue. Non, mais on peut essayer de mettre les voyous hors d'état de nuire. Bon, et quand ces voyous sont des bandes d'enfants, on peut essayer d'abord les enfants, on peut les mettre dans des foyers et s'en prendre aux adultes qui les manipulent et ceux-là les mettre en prison, bon, et ainsi de suite. Bon, toutes sortes de choses que l'on ne fait pas ou très peu. Bon, et ça, il est certain qu'il y a un problème d'insécurité. Il est quand même extravagant qu'une affaire comme cela, avec 5 personnes armées, enfouraillées, cagoulées, et ça se passe pas au fin fond du département de la Seine-Saint-Denis. Ça se passe rue Tronchet, c'est-à-dire derrière la Madeleine. Ça se passe à vol d'oiseau d'un kilomètre du ministère de l'Intérieur, place Beauvau, ou du palais de l'Élysée, rue du Faubourg Saint-Honoré. Et ceci en pleine, nous sommes en plein état de siège. État d'urgence, tout du moins. État d'urgence, bon. Alors écoutez, c'est quand même extraordinaire, quoi. Bon, ceci étant, il est certain que les intéressés ne sont pas arrivés là par hasard. Bon, ils ont été renseignés. Par qui ont-ils été renseignés? C'est une affaire extrêmement
curieuse, et je fais confiance au service de police pour la démêler. Enfin, en attendant, l'effet, c'est sûr, est extraordinairement néfaste pour notre tourisme. Un coup de gueule du réac. Le réac, c'est assez genré, je crois, hein. Ça fait très viril, le réac. La théorie du genre, la polémique entre le pape et Najat Vallaud-Belkacem, oui. On parle beaucoup, ça revient dans l'actualité, théorie du genre. C'est extraordinaire ce déni dont j'ai vu encore hier ou avant-hier un exemple sur France 2 aux actualités à Télématin où le jeune journaliste essayait d'expliquer que non, que la théorie du genre, ça n'existait pas, que ça n'avait jamais été enseigné dans les écoles françaises et que tout ça s'était agité par certains cercles catholiques de tradition ou pas. Comment ou pas. Ou pas. Tradition ou pas, bon, oui. Oui. Quand Mme Najat Vallaud-Belkacem et quand les commentateurs disent que la théorie du genre n'est pas enseignée dans les écoles françaises, ils mentent. Je pèse mes mots, ils mentent. Vous revenez sur la réforme de M. Darcos, ministre de M. Sarkozy, qui est le premier à intégrer cela dans les manuels. Bien sûr, M. Chastel n'a rien fait pour l'en enlever, et ainsi de suite. En réalité, c'est quoi la théorie du genre, le gender? Bon, ça existe d'abord, ça ne vient pas de France. Bon, et c'est la théorie qui n'est pas si nouvelle que cela. Bon, c'était déjà, on peut dire d'une certaine façon que Françoise Sagan et d'autres avaient contribué à sa germination, à tout le moins. C'est la théorie selon laquelle les différences fondamentales, je dis les différences et pas les inégalités entre l'homme et la femme, ne sont pas le résultat de la nature, mais sont purement un fait de culture. Autrement dit, c'est purement conditionné par l'éducation. Et si l'éducation changeait, eh bien, ça pourrait changer radicalement. Vous n'êtes pas un homme ou vous n'êtes pas une femme parce que le Créateur vous a fait comme cela. Bon, vous êtes un homme ou vous êtes une femme parce que vous avez été éduqué en tant qu'homme ou en tant que femme. Or, j'affirme que c'est ce concept qui est sous-jacent dans le fait que dès l'école primaire, sous le prétexte bien sûr, d'établir une certaine égalité entre les filles et les garçons, etc. Et la non-discrimination. Et la non-discrimination, patin, couffin, bon. Il y a une dévirilisation systématique des garçons et il y a la promotion absolument systématique du fait que les rôles de la fille et du garçon sont parfaitement, en toute chose, interchangeables, de la même façon d'ailleurs sur le plan familial. Il ne s'agit pas du tout de prôner, comme on veut nous le faire croire, la tolérance envers les homosexuels ou l'homosexualité. On ouvre les écoles à la propagande des organisations homosexuelles, on incite les enfants, sous prétexte de prophylaxie contre les maladies vénériennes, etc., on les incite en réalité, alors qu'ils ne posent pas spontanément ce genre de questions, à une sexualité précoce. Bon, et également sur le plan familial, on va beaucoup plus loin que la légitime tolérance personnelle que l'on doit avoir envers les personnes, quelle que soit leur orientation sexuelle. Non, il y a des modèles familiaux qui sont présentés, un tel a 2 papas, voilà, un autre 3 mamans, enfin je ne sais pas, les petits frères dans le congélateur, je suppose. Bon, voilà. Et ça, c'est effectivement enseigné, c'est dans les programmes. Alors on dit, mais ce n'est pas la théorie du genre. Oui, c'est la théorie du genre en action, c'est la théorie du genre en réalisation. Il n'y a pas un bouquin qui porte le titre théorie du genre et qu'on va asséner aux gosses. Là aussi, mais dans la réalité, c'est bien de cela qu'il s'agit. Et c'est toujours la volonté prométhéenne de la gauche, y compris de la gauche caviar, je dirais à commencer par la gauche caviar, de s'affranchir de l'ordre naturel, de le défier. C'est le non serviam luciférien, et c'est bien évidemment ce que l'on essaie de distiller à nos enfants. Là aussi, question de civilisation. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est le refus de l'ordre naturel, qui a d'ailleurs toujours été à la base de toutes les révolutions. La Révolution française, c'est la prétention d'asseoir la totalité de la société exclusivement sur la raison humaine. Or, c'est malheureux, peut-être, mais la société ne peut pas reposer exclusivement
sur la raison humaine, il y a d'autres volontés, il y a d'autres normes qui existent en dehors de la personne humaine et qui pourtant s'imposent à elle. Voilà, c'est ainsi. Et toutes les fois que l'on a voulu, que ce soit la Révolution française qui a déifié la déesse raison, justement, que ce soit la révolution bolchevique, que ce soit la révolution nationale-socialiste, que l'on a voulu s'affranchir de cet ordre justement extérieur à la personne humaine pour magnifier en quelque sorte le surhomme qui aurait été capable de s'en affranchir, eh bien, toutes les fois, cela aboutit à des catastrophes. Et c'est pourtant bien ce que l'on voit ici. Alors, ce sont des révolutionnaires en col blanc, ce n'est pas une révolution sanglante, provisoirement. Mais ça reste du totalitarisme. Mais ça reste du totalitarisme. Sans rentrer dans l'émotionnel, une question pour terminer. Votre dos, on a appris que vous aviez eu des déplacements annulés. Vous aviez des déplacements notamment dans le sud. Oui, je le regrette beaucoup d'ailleurs. Vous êtes à nouveau debout? Parce que je n'aime pas manquer. Oui, je suis debout. J'ai un peu mal en haut des reins. Oui, parce qu'un malheureux qui conduisait la voiture de son patron derrière moi, et pourtant, heureusement, nous ne roulions pas vite. J'ai ralenti comme il doit se faire à l'arrivée d'un passage piéton, et lui, croyant ralentir, s'est trompé de pédale sur cette voiture automatique et a appuyé sur l'accélérateur. Du coup, son patron n'a plus de voiture, moi non plus, et c'est vrai que je l'ai senti passer. Voilà, je me suis retrouvé aux urgences, on m'a fait un scanner, mais tout va bien, il n'y a rien de grave, si ce n'est une douleur qui va, je pense, continuer de s'atténuer. Bruno Gollnisch, merci de votre temps, à bientôt.